Bonsoir tout le monde, bonsoir Excellence. Nous avons le plaisir de vous recevoir sur ce plateau. Tout le monde sait que depuis quelque temps, on a eu certains mouvements, je dirais, en Égypte depuis la fin du printemps, ce qu'on a appelé le printemps arabe, avec beaucoup de révolutions qu'il y a eu au Maghreb. En Égypte particulièrement, on avait eu, je pense, la première élection démocratique dans le pays avec l'élection au pouvoir du président Morsi. On a vu après ce qui s'est passé, il y a eu d'autres chamboulements. Est-ce que vous pouvez nous expliquer exactement ce qui s'est passé? D'abord, permettez-moi de vous adresser mes remerciements pour vous et tous les responsables de STV pour m'inviter à ce programme très respectueux et très apprécié. C'est un grand honneur pour moi. Et de même, de vous exprimer mes meilleurs vœux pour le nouvel an à vous tous et tous les spectateurs, tout en souhaitant à votre programme tout le succès dans les prochaines séances. Merci beaucoup. Alors, concernant l'Égypte, tout en faisant une conclusion, l'Égypte traverse une période de transformation très profonde. Ce n'est pas un changement de régime, mais c'est un redressement du chemin, c'est une transformation d'une société d'une façon compréhensive. Nous avons, depuis la révolution du 30 janvier, du 25 janvier en 2011, exprimé les aspirations du peuple d'avoir une vie moderne, démocratique, avec une dignité humaine. Et c'est les aspirations que le peuple égyptien est déterminé à poursuivre son chemin pour les réaliser. C'est vrai qu'on a eu des élections démocratiques en 2012 et pendant laquelle le président déchu a été Morsi a été élu. Mais les élections ne sont pas exclusivement la démocratique. C'est un seul moyen, un des moyens pour arriver à la démocratie. Mais nous qui sommes un peu observateurs de la chose, on peut ressentir ça un peu comme une confiscation du pouvoir. Le peuple s'est exprimé et après cela, on revient un peu, comme qui dirait, un peu à la case départ. Est-ce que c'est pas ça comme ça que vous le vivez? Je vous le confirme que ce n'est pas facile à n'importe quel peuple de passer 2 révolutions dans 3 années. C'est très très difficile. Et sinon, qu'il y avait des raisons très graves, le peuple n'aura pas recommencé sa révolution. On a trouvé qu'après un an était plein d'échecs et des confrontations avec les différentes instances du pays, soit l'armée, soit la justice, soit le média, soit les intellectuels. On nous a trouvé qu'il y a un groupe qui essaye de dominer et d'imposer leur vision sur un peuple entier. Vous voulez parler des frères musulmans? C'est tout à fait, les frères musulmans. Le peuple égyptien a toléré pour des dizaines d'années des souffrances économiques, politiques, mais il n'a pas pu supporter un seul an qu'on change son identité millénaire. Ce n'est pas une identité qui vient dans une dizaine d'années, non, mais c'est une identité depuis l'ancienne histoire. Alors ça, on ne l'a pas accepté. De plus, le peuple égyptien s'est senti que c'est un groupe qui ne met pas l'intérêt du patrie comme une priorité, mais c'est l'intérêt de leur groupe. Et ils l'ont dit, un de ses dirigeants, l'Égypte ne m'importe pas. Alors c'était tout à fait clair que ce n'est pas le patrie qu'ils cherchent à sauver ou à servir, mais leur vision. Et c'est ainsi que le peuple égyptien s'est soulevé autrefois dans une révolution même plus grande, je dis, le 30 juin, pour dire non, ça suffit, on ne peut pas continuer dans ce chemin.
Et c'est ainsi que le peuple a demandé que le président fasse des élections préalables, mais lui, avec son groupe, ont refusé de répondre à la volonté du peuple. Et enfin, il était déchu. Alors, ce n'est pas quelque chose qui contradicte la démocratie. Non, parce que la base de la démocratie, la base essentielle, c'est la volonté du peuple. Est-ce que vous trouvez que c'est normal que les militaires reviennent au pouvoir et qu'on a l'impression que c'est un retour en arrière? Pourquoi on n'a pas essayé de donner le pouvoir aux civils? Disons que les militaires avaient un rôle très important depuis la révolution du 23 juillet 1952, pendant le régime de Sadat, d'Abdel Nasser bien sûr, de Sadat, mais beaucoup moins pendant le régime de Moubarak. Et maintenant qu'un homme qui était militaire, chef de l'armée, devient le président, ce n'est pas un retour vers ça, mais parce que une des demandes de la révolution, c'est d'avoir un régime civil. Mais vu la situation qu'on a passée, vu qu'il y avait des défis énormes et que n'importe quel président n'avait pas vraiment quelqu'un qui aurait pu unifier le peuple et confronter ou prendre des décisions très audaces que le peuple égyptien savent qu'il va souffrir pendant des années, qu'une personne qui a acquis la confiance du peuple et qu'on voit qu'il est vraiment conscient des différentes menaces et défis que le peuple égyptien fait face. C'était pour cette raison que le peuple égyptien a trouvé que l'homme opportun pour cette phase, c'était Fattah al-Sisi. Ce n'était pas un retour vers l'armée, non, pas du tout. Et même après le déchu de président Morsi, c'était un gouvernement civil avec le président du cour constitutionnel qui était le président intérim. Ce n'était pas le pouvoir. Et malgré tout ce qu'on a dit que c'est le militaire qui gère, non, je m'excuse, non. On a vu un peu aussi actuellement une recrudescence je dirais pas peut-être de groupuscules qui se disent des groupes islamiques à qui on prête certains attentats et certains certains crimes actuellement dans le pays. On l'a vu tout récemment en France aussi, certains attentats qui ont été, il paraît-il, revendiqués peut-être par Al-Qaïda. On connaît aussi le groupe l'État islamique. Comment vous vivez tout ça, ce genre de groupuscule? Il y a aussi Boko Haram au Nigeria qui font qu'il y a une certaine islamophobie qui renaît et par là même une certaine arabophobie. Comment vous vivez ça? D'abord, je voudrais saisir cette occasion pour exprimer toutes mes condoléances pour les victimes et les familles des victimes de l'attentat lâche de meurtrier d'hier qu'a subi le journal Charlie Hebdo en France. Et malgré que je trouve que les familles de ces victimes se sont le plus touchées avec ce crime, mais je considère que le premier victime, c'est l'islam. On l'a attaché tous ces actes, tandis qu'il est tout à fait innocent. On ne peut pas trouver des raisons, soit religieuses, soit sectorielles, soit n'importe quoi, qui puisse justifier cet acte. C'est un acte lâche que quelqu'un porte une arme et le dirige vers un autre qui n'a pas d'arme et le tue. Ça, c'est vraiment... C'est un barbarisme et c'est une lâcheté. Dès le début, nous avons confirmé que le terrorisme est un phénomène qui nécessite que tous les efforts de la communauté internationale se unifient.
Et notre expérience dit que quoi que ce soit le nom de l'organisme qui déploie ou qui sème la violence et la terreur, ils sont tous, ils ont le même idéologique extrémiste. Ils forment un réseau qui se soutient soit moralement, soit matériellement, et que la façon la plus efficace est de ne pas aller à l'endroit et laisser notre confrontation doit être compréhensive. Ce n'est pas seulement le Daesh en Syrie, en Irak, mais il y a aussi ce qui se passe en Libye, il y a ce qui se passe en Mali. C'est un problème global. C'est un problème global. Et depuis longtemps, on a lancé des appels qu'on ne doit pas négliger un endroit et aller concentrer tous nos efforts à un autre endroit, parce que ça ne va pas résoudre le problème, mais au contraire, ça va la multiplier, parce que tous les réseaux se transforment à un autre endroit et forment et se multiplient. Alors, malheureusement, ces appels n'ont pas trouvé une réponse vraie, mais on continue. Nous menons une guerre très féroce chez nous en Égypte pour éradiquer le terrorisme, et soit le gouvernement ou le peuple sont déterminés à poursuivre leur chemin. Je vais voir ce qu'en pensent mes chroniqueurs, en commençant par Sassoum. Dans votre pays, que fait le gouvernement pour faire en sorte que ces jeunes qui acceptent, enfin, qui sont attirés par cela parce qu'ils sont dans un désespoir finalement, quel avenir leur promettez-vous pour faire en sorte qu'ils ne soient pas attirés par ça? Parce que c'est ça la réponse, hein. La violence n'a jamais réglé la violence en fait. On sait, ça ne fait que la perpétuer et créer plus de colère et faire en sorte que ça s'envenime finalement. Je suis tout à fait d'accord avec ce que vous venez de dire. Et c'est vraiment, on est conscient que le défi principal chez nous, c'est de lancer le pays dans une croissance économique, créer des emplois et créer une future mieux et pour les jeunes. C'est ce que vraiment notre président s'est penché à faire dès le premier jour de semer sa responsabilité. Il a essayé de relancer l'économie en lançant des projets, des projets mégapoles, comme l'élargissement du canal du Suez. Il y a des dizaines de milliers d'emplois qui ont été créés. Créer un centre logistique international de céréales et de grains à la ville de Damiette, qui sera le plus grand dans la région Moyen-Orient et Afrique, et qui sert aussi à avoir une sécurité alimentaire, de lancer une construction d'environ 1300 km de route dans 2 ans. Tout ça, c'est redynamiser le tourisme comme un vecteur principal pour l'économie égyptienne. Tout ça, ça va dans le même sens que vous venez de dire. Mais en plus aussi, on a trouvé que ce n'est pas seulement c'est l'économie, mais c'est la malconnaissance de sa religion. Oui. Il y avait des idées erronées de notre religion que le jeune a entendu et a créé. Alors, c'est maintenant le rôle de toutes les institutions religieuses, surtout l'Azhar, la plus grande institution religieuse dans le monde, de redresser ces rhétoriques religieuses et la façon d'apprendre la religion pour les jeunes, pour ne pas permettre à d'autres, soit par malconnaissance ou par intérêt, de prendre les jeunes vers d'autres endroits qui sont contraires à notre religion et à nos valeurs de tolérance et de cohabitation avec l'autre. Ousmane? Okay. Bonjour, monsieur l'ambassadeur.
Déjà, je vous souhaite mes meilleurs vœux de santé, de prospérité et de longévité. Donc je vais retomber par là où il a terminé, par Charlie Hebdo déjà. Il est vrai, tout le monde condamne la violence de quelque nature qu'elle puisse être, physique, morale et autres. Mais aussi, à mon avis, souvent, il faut qu'on arrive à évaluer ou se demander pourquoi une certaine presse satirique concentre l'essentiel de ses satires à une communauté, à des minorités. Parce que, à mon avis, il faut intégrer les différences, faire de telle sorte que le sacré et le symbole soient respectés. Parce que vous, moi et autrui peuvent comprendre que quelqu'un puisse faire des caricatures et apporter la force de l'argument. Il y en a qui ne peuvent pas faire ça. Il y en a quand tu caricatures, quand tu fais des satires sur leurs croyances, leur symbole, c'est la violence. Donc ces hebdos doivent intégrer le sacré, le respect du symbole, le respect des identités, le respect des minorités. Et ça, c'est fort, c'est fondamental. Je crois que c'est essentiel. On parle de liberté de presse, de liberté d'opinion, mais en certains moments, il faut se poser la question, est-ce qu'on a le droit de tout dire? Ça, c'est fondamental. Quand on permet de caricaturer des symboles, quand on permet de caricaturer quelque chose qui est sacré, qui est fondamental en nous, ça nous émeut. Et en 2011, en 2012, ils l'ont fait. Et on a vu la réaction de la communauté musulmane. Il y a des manifestations un peu partout. Donc à un certain moment aussi... Mais est-ce que ce n'est pas suffisant, les manifestations? Oui, c'est suffisant. On condamne la violence, de quelque nature que ce soit. On condamne la violence, mais au fil, il faut se dire, intégrons le sacré, intégrons le symbole, respectons-le et respectons les communautés. Ça suffit. Et sur l'Égypte, une question sur l'Égypte. Il est vrai, l'Égypte a été stable pendant des années durant, mais depuis quelque temps, on a constaté qu'il y a une instabilité. Moi, la question que je me pose, est-ce qu'aujourd'hui, le défi de l'Égypte, le défi du nouveau président, ce n'est pas de créer une stabilité politique qui puisse garantir une stabilité économique et d'autres stabilités. C'est ça le grand défi de l'Égypte. Ne pensez-vous pas que le grand défi de l'Égypte actuelle, c'est de créer une stabilité véritablement politique? Permettez-moi de revenir pour ce que vous avez fait. Je me rejoins à vos idées totalement. Et c'est depuis 2 années quand ces affaires de caricature sur notre prophète ont commencé, nous avons rentré dans un combat très fort avec l'Occident pour dire que il y a une limite. S'il y a des croyances d'autres, on doit les respecter. La liberté d'opinion, c'est une chose, mais ça ne doit pas dépasser. Et on a dit, mais pourquoi vous n'entendez pas ceux qui disent des choses antisémites et dites antisémites et il va en prison. Et maintenant, quand on dit quelque chose sur la religion, on l'accepte. C'était un combat, vraiment. Dans toutes les instances internationales, on a dit notre position qu'on refuse cette. Mais comme vous avez dit, tuer, ce n'est pas acceptable en fin de compte, mais en tenant le compte. Pour l'Égypte, c'est vrai que la stabilité politique est un des objectifs que notre président et le gouvernement essayent d'établir maintenant. On est dans le phase de préparer pour la 3e échéance de notre feuille de route, c'est les élections parlementaires qui aura lieu au mois de mars. Et pour le moment, on essaye d'avoir une scène politique saine. Parce que, bien sûr, il y a des différentes opinions vers le retour des anciens régimes de Moubarak, le retour de quelques autres supporters des frères musulmans. On a un principe. Tous ont la liberté de se présenter tant qu'ils respectent l'ordre général, qu'ils respectent la Constitution, qu'ils ne s'aiment pas la violence, qu'ils renoncent à la violence et la terreur. Parce que dès le début, on était contre l'exclusion.
on a vu que les frères musulmans ont bipolarisé la société. Soit ceux qui sont avec eux, soit non. La première fois que dans les musulmans même, avant on disait qu'il y avait des différences entre les musulmans et chrétiens, mais dans cette année, il y avait des différences entre les musulmans même. C'était une catastrophe. Alors on est contre l'exclusion, on est avec que tous les partis y participent, mais on doit avoir une meilleure... on doit faire une meilleure connaissance pour le peuple, pour savoir qui ils doivent donner leur vote. Ce n'est pas comme avant, avec de l'argent, n'importe quoi, qu'on accepte de donner un vote. Non, maintenant c'est une phase très cruciale pour nous et ce Parlement a vraiment un rôle très très important pour mettre des législatives et des lois qui vont nous mener vers le futur qu'on espère. Alors, Son Excellence, bonsoir. C'est un plaisir de vous retrouver autour de ce plateau. On m'a toujours appris qui aime bien, parfois châtie bien, parfois. Hein. Et je vais me permettre, si vous le permettez, en tout cas si vous m'y autorisez, même si ce n'est pas le cas, je vais me permettre quand même, de poser quelques questions qui peuvent être parfois un petit peu dérangeantes, c'est vrai. Mais c'est parfois en grattant qu'on arrive à trouver le fond et que ce fond nous sert de réflexion globale pour l'humanité dans son ensemble. Vous parlez du fait d'être contre l'exclusion. Vous parlez d'une démarche de processus démocratique et de respect de la logique démocratique. Pourtant, il y a un parti au pouvoir, qui était au pouvoir, qui a été élu par ce peuple, pour un mandat. Ce mandat était de combien d'années, si ce n'est pas 4 ans. D'accord. Et dans le processus démocratique, qu'on aime ou qu'on n'aime pas les frères musulmans, et je tiens à préciser clairement que moi j'ai une distance critique, je ne suis ni pour ni contre. J'essaye simplement de me placer dans une démarche de quelqu'un qui analyse. Ce parti politique a commencé à mettre en place un certain nombre d'actions, a pris des décisions qui ont pu plaire à certains et déplaire à d'autres. On l'a vu, il y a eu des manifestations dans la rue, ce qui sous-entend, comme vous le disiez exactement tout à l'heure, que, en effet, ça a déplu à un certain nombre de personnes les différentes décisions, les différents comment dirais-je, débuts d'enchaînement et de transformation de la société égyptienne qui ont été décidés en haut lieu par les frères musulmans. Mais est-ce que, parce qu'il y a une révolution ou une révolte, tout dépend de quel côté on se place là aussi, est-ce que cela légitime qu'on puisse interrompre le processus démocratique que vous nous revendiquez ce soir pourtant, qui normalement aurait dû laisser, que ce soit bien ou mauvais, aurait dû laisser jusqu'au bout du mandat les frères musulmans agir. On peut être en désaccord total avec un parti politique, mais si ce parti politique arrive au pouvoir et majoritaire, il est élu pour un temps précis. Le rôle des personnes qui s'inscrivent, ou alors on ne s'inscrit pas, on peut aussi ne pas le faire, mais qui s'inscrivent dans la démarche démocratique, c'est d'accepter que jusqu'au bout de leur mandat, ces personnes pour lesquelles le peuple a voté en majorité puissent effectuer leur action. Qu'est-ce que vous pensez de ça ? Je précise toujours avec ma grande affection pour l'Égypte que vous connaissez. Merci. Si vous me permettez, je vais commencer par un exemple très banal. Nous sommes un groupe de personnes, nous voudrons aller à Saint-Louis. Nous prenons une voiture et nous voyons qui peut conduire la voiture. Alors on choisit quelqu'un qui nous paraît le meilleur à conduire. Normalement, c'est 4 heures qui nous prend à aller à Saint-Louis. Le premier heure, il va aller à Hambourg. Monsieur, on va aller à Saint-Louis. Non, ne vous occupez pas. Dans 4 heures, je vais arriver à Saint-Louis. Mais monsieur, c'est le sud, vous allez au sud. Mais à un certain moment, on doit choisir. Ou continuer, et on ne sait pas où on va arriver, ou on prend la décision très difficile de l'arrêter, le faire descendre, et quelqu'un autre qui va conduire. Je vous aime tellement que je vais me permettre de rajouter une question à votre réflexion en vous disant, parce que vous êtes quelqu'un de très brillant, son Excellence, que vous savez que la règle démocratique, c'est qu'une fois qu'on choisit un conducteur pour une voiture,
la personne conduit durant le temps qui est imparti. Jusqu'à 4 heures. Au C'est bout la de règle. 4 heures, si on voit qu'il est arrivé à Kaolack ou bien Là, on dit, à Gambie, tu on vas lui dit sortir de la maintenant voiture. tu descends et tu nous laisses, nous on reprend le cap et on va à Saint-Louis. Alors, comme je le redis, le peuple égyptien a supporté tellement de souffrances dans toute sa vie, mais il ne peut pas accepter le changement de son identité. C'est une ligne rouge. Rouge, c'est vraiment c'est rouge. On ne peut pas trouver de bons salaires pour eux, mais que quelqu'un impose sur moi d'autres façons de vivre, d'autres façons de vivre, pour nous c'était vraiment inacceptable. C'est une chose. Une deuxième chose, quand l'arrivée du frère musulman au pouvoir, je le considère, et peut-être quelques-uns, la plus grande opération de conciliation dans l'histoire. Un groupe qui était depuis 1928 n'est pas légitime. Une fois ils trouvent eux-mêmes dans le plus haut instance du pays, pas seulement comme président, mais dans le Parlement, il était la majorité, tout ça. Élu par le peuple. Élu. Faut le rappeler. Et quoi, qu'est-ce qu'ils font? Des confrontations après confrontations, des fautes après des fautes. Mais il y a plein qui font des fautes. On va en France, je veux dire, il suffit de voir les dirigeants français. Actuellement, ils font si beaucoup de fautes. C'est un simple. Il y a une différence entre légitimité et acceptabilité. D'accord. Donc là, Il n'était pas acceptable. Mais c'était légitime. Il était légitime, mais ce n'était pas acceptable. Et qui dit... C'est un peu comme le 23 juin ici aussi. Le 23 juin, c'était légitime, mais ce n'était pas acceptable. Les gens sont sortis dans la rue. Mais il n'en demeure pas moins qu'ils ont respecté la règle des urnes. Qui est le juge? Est-ce que vous pouvez juger sur le peuple égyptien? Personne ne se permettra ça. Notre peuple peut juger à n'importe... C'est le peuple lui-même qui peut juger. Est-ce qu'il veut continuer, même si c'est un président élu légitimement, même tout ça, mais je sais pas, parce qu'il y a volonté. Mohamed Lamine, je pense qu'il veut... Parce que je voulais juste rajouter Oui, juste il veut dire... Ok, bah vas-y, je le laisse. Parce que comme il est arabophone, je pense qu'il a quelques questions qu'il veut poser. سعادة السفير السلام عليكم ورحمة الله. كما قلت نحن سنغاليون نحب مصر كثيرا كما يحبه كل المسلمون وخاصة المستعربون. وقلت كل ما يحدث في مصر يهم العالم جميعا وخاصة العالم العربي والإسلامي. والناس هنا في السنغال يعني معظمهم حائرون لما يحدث في مصر. هناك مجزرة. الصحافة هنا تقول هناك مجزرة في رابعة العدوية. قتلوا يعني مئات من الناس، وحتى الآن ما زال كثير من الناس يبكون لما يحدث لما حدث في الرابعة. رأينا رؤساء في العالم ومفكرون وساسة استحجنوا هذا الأمر وحتى يساوون ما يحدث في أولوكوس. هذا الأمر خطير جدا، ونريد من حكومة مصر أن تأخذ موقف جاد وأن يحقق لما يحدث لما حدث في رابعة العدوية. وأيضا يقولون يعني منذ مجيء هذه الحكومة الحرية الصحافة تراجعت في مصر. هناك قنوات كثيرة أغلقت والناس يعني لم يستطيعوا أن يعبروا آراءهم، معظمهم الآن في السجون، حتى البنات الصغار يسجنون هناك. وهناك رجال يعني كل من لم يقف مع عبد الفتاح السيسي الآن ليس له مجال في مصر، مكانه السجن إما أن يخرج إلى البلد. وهذا الأمر يقلقنا جدا ونريد منكم أن توضحوا لنا هذا الموقف. شكرا. dama wax ne bon ñun sénégalais yi ak jullit yëpp wala nit ñoom ci àddina bi dañu bëgg Égypte lépp lu fay xew daf ñuy yitteel dañ koy topp guddi ak bëccëg. sénégalais yi fii ñu bari côté boo xool muy nitu politique yi wala nitu diine yi ñëpp li xew Égypte tiital na leen jaaxal na leen rawatina li nga xam ne moo xew Rabiatul Adawiya foofu ay nit ñoo fa dee ay fukki nit bala ay téeméeri nit ñoo fa dee. am na sax ñoo xam ne dañ leen lakk àddina bi yëpp ñu ngi gis loolu ma ne ko léegi nag àddina bi ñu ngi jooy li xew foofu ba léegi bëgg nañu taxawaay bu leer Égypte wan ñu ko. beneen bi dañu wax ne depuis ñoom ñu ñëw liberté d'expression Égypte dafa dellu ginnaaw tëj nañ fa ay chaînes yu bare bari yoo xam ne yëpp dañ leen a tëj dem nañ seen yoon léegi kenn mënatul wax li nga gëm su dul da nga ànd ak gouvernement bi boo fa waxee yenn xalaat yi kaso ngay jëm wala nga daw génn réew mi. dañuy tëj bay tëj ay xale manifestation dara amatul Égypte ma ne ko léegi loolu nag bëgg nañ ci xam lu leer
parce que ñun am nañ àq lana xaq an naarif ma yajri fi misra li anna misra minna wa nahnu misra shukran lakum. Merci pour votre question, c'est très importante et je tiens à vous remercier pour les sentiments d'affection que vous portez à l'Égypte et je vous assure, je vous confirme que c'est réciproque. Nous avons une grande affection au peuple sénégalais et malgré la distance qui nous sépare, mais ça n'a rien à faire avec les sentiments et l'appréciation qu'on garde vers votre peuple très généreux et très accueillant. Alors, laissez-moi d'abord commencer par le point de l'évacuation du Nahda, du sit-in de Nahda, le Rabat. Je dois dire que déjà, on a formé une commission d'enquête et déjà, ils ont soumis leur rapport sans conclusion, il a vraiment critiqué quelques pratiques de forces de police, mais tout en disant que les débuts, que ce rassemblement du Rabat n'était pas pacifique. Il y avait des armes. Et ceux qui ont commencé à tirer sur les forces de police, c'était ces personnes armées. Alors ce n'était pas des rassemblements ou des sit-in pacifiques. Non. À un certain moment, les habitants de cet endroit, ils souffraient. Et le gouvernement... Il y a eu un soulèvement armé au niveau de cette ville? Non, je dis que le sit-in, il y avait des personnes qui portaient des armes. Et quand les forces de police ont déclaré qu'on doit évacuer la place de Rabat, ces personnes ont commencé à tirer sur les forces de police. Alors les forces de police ont répondu. On critique les forces de police qu'on a répondu d'une façon plus grande que ça se nécessite. Il y avait beaucoup de victimes. Mais ce n'était pas seulement les forces de police qui ont tué, parce que toutes les enquêtes ont montré que les victimes ont reçu les balles d'un côté ou d'un autre. Si c'est d'un seul côté qu'ils ont été tués, alors c'était un seul parti qui a tué. Mais du dos ou du ventre, alors ça dit que les deux côtés ont tué des victimes. Ce n'était pas seulement les forces de police. Nous n'avons pas l'intention d'avoir une telle meurtrier, un grand nombre de victimes. Au début, on a les forces de police très tôt le matin, avec la présence de quelques médias privés, pas de l'État, ont commencé à demander aux gens d'évacuer cette place, parce que ce n'était pas autorisé, ce n'était pas acceptable de rester plus de 47 ans. Il y a la vie des milliers de gens qui sont affectés. Et la responsabilité du gouvernement, c'est de protéger tout son peuple, pas le seul parti. Alors on n'a pas pu accepter ou tolérer que cette sit-in reste ample. De plus, je vous dis que malheureusement, toutes les informations que vous recevez sont des chaînes qui ne sont pas tellement impartiales. C'est soit ce qui en arabe, soit Al Jazeera, soit l'AFP ou d'autres. Les deux, je dis qu'ils n'étaient pas vraiment très impartials. Il y avait des informations qui vraiment étaient exagérées. Ils disent qu'il y a des milliers de détenus. Tous les détenus ont ils vont être jugés. C'est par la loi. Il n'y a pas de détenus politiques. Pas un seul détenu politique. Ils vont être jugés devant la loi. Il n'y a pas les jeunes femmes n'étaient pas violées comme ils disent. Non, ce sont des fabrications pour que l'opinion publique internationale voit ce qui se passe d'une vision vraiment erronée.
Est-ce que vous avez l'intention de réorganiser des élections présidentielles, du coup, pour avoir si les frères musulmans ont le droit et se représentent, et si ils remportent à nouveau la majorité? Voilà la question. Parce qu'en gros, on dépose parce qu'on dit que la démocratie n'était pas respectée. Les personnes qui sont actuellement au pouvoir n'ont pas été élues, et donc dans le respect de la démocratie, il faut réorganiser logiquement de nouvelles élections qui permettraient à nouveau au peuple d'exprimer son choix légitime et finalement de voir quel est ce choix. Est-ce que c'est quelque chose que vous avez l'intention de faire et quand? Faire une élection, d'autres, c'est après que le terme du mandat. Oui, mais sauf que le mandat actuel n'est pas pour les personnes qui sont au pouvoir. Enfin, le mandat actuel est pour les personnes qui étaient au pouvoir. Non, le président qui était au pouvoir a été déchu. Voilà. On a organisé. Mais si le peuple n'accepte pas cette personne, c'est un point final. Et maintenant, on a une autre élection. Et après 4 ans, on aura une autre élection. Oui, tout à fait. Une question pleine d'amour pour l'Égypte et pour son excellence. Pas trop d'amour, hein, mais de l'amour quand même. Historiquement, pour tous les panafricanistes, l'Égypte était, autour des années 60, et même pour les non-alignés sur une grille de lecture géopolitique, était un phare pour le continent africain, un pays qui servait à l'image de Nasser et dans son alliance avec Kwame Nkrumah, de poumon aussi, de résistance, de moteur de résistance sur la grille politique internationale. On a l'impression que après Nasser, et surtout depuis l'époque Hosni Moubarak, et ça a continué après, l'Égypte, que ce soit sur le continent africain ou dans son rapport au Moyen-Orient, on sait que Nasser était un très grand critique du colonialisme en Palestine, on a l'impression que l'Égypte a connu un fléchissement réel sur sa critique générale des différentes formes de colonialisme dans le monde, alors qu'auparavant elle avait un rôle de leadership réel sur cette question. Comment vous vous situez par rapport à ça? Et est-ce que vous pensez qu'enfin l'Égypte va reprendre son rôle, que ce soit dans l'Union africaine ou au Moyen-Orient, en cessant d'être forcément, je ne vais pas employer des termes de passoire parce que ce n'est pas le terme, mais d'être un partenaire très compréhensif de certains colonialismes, et beaucoup moins quand il s'agit d'être compréhensif vis-à-vis de ses frères, en l'occurrence les frères musulmans, que je n'apprécie pas forcément particulièrement. Voilà. L'Égypte n'était pas loin des intérêts et des préoccupations africaines dans toutes les phases de sa vie. C'est simplement, je dois l'admettre, que c'était un changement d'hierarchie, de priorité. C'était une priorité avant aussi. C'est vrai, c'est vrai. Alors, mais pendant aussi quelques périodes, on a vécu des défaites de 67, les victoires de 73, ce qui a précédé, aussi qui a succédé après ça des négociations avec Israël et les relations avec les pays arabes. Alors, c'était vraiment une période qui nous a pris un peu de nos priorités essentielles vers l'Afrique, parce que la région était passée d'une période très tremblante. Mais je vous confirme que quand la révolution du 25 janvier s'est soulevée, un des premiers demandes du peuple est de revenir très fort vers l'Afrique, et la Constitution. La nouvelle Constitution l'a confirmé que notre appartenance d'origine pour l'Afrique. Ça, c'est tout à fait clair. Et c'est devenu vraiment une des plus importantes priorités. Et ce que montre le mouvement de notre président, après seulement un mois de son élection, a participé au sommet. Il participera au prochain sommet. Il a affecté quelques visites pour des pays africains. Le Premier ministre, notre ministre, l'ancien ministre, il avait des réunions pour discuter l'affaire du Syrie et une autre l'affaire du Libye. Il a laissé tout ça et il est venu pour visiter l'Ouganda et le Sénégal. Le Sénégal était le premier pays dans le... Alors, pour montrer que non, c'est une priorité. C'est vraiment une priorité. Nous sommes dans cette phase de redresser nos priorités, notre chemin vers pour la Palestine aussi, vous pensez que vous serez encore plus solidaire que ces dernières années, peut-être l'Égypte l'a été? Palestine? Oui.
on considère les Palestiniens. Les Égyptiens, ils n'ont rien, le matin, le soir, de parler que la Palestine. Le peuple. Mais Et les la autorités priorité, ont moins parlé ces dernières années. et on dit, nous avons confisqué une grande partie de notre acte, de nos activités pour les relations extérieures pour la cause palestinienne qu'on considère la cause principale des Arabes et des musulmans et la raison la plus grande pour la déstabilisation de la région. Oui. Alors, mais vous entendez les critiques des autres populations arabes qui estiment que l'Égypte pourrait faire beaucoup plus sur cette question, compte tenu de ses moyens et compte tenu de son emplacement géographique. Vous entendez ces critiques ou vous ne les entendez pas du tout? On entend, mais vous devez aussi entendre le pouvoir légitime. Le président Abbas, qu'est-ce qu'il dit? C'est un Palestinien, on ne sera pas palestinien plus que lui. Il dit que non, l'Égypte nous soutient toujours, n'a pas cessé un seul moment de nous soutenir. Nous avons été très heureux vraiment de vous recevoir sur ce plateau. Ça a été un plaisir. Tous les échanges qu'on a eu sur ce plateau ont été très fructueux. Nous allons vous libérer parce que nous savons que vous avez d'autres engagements. Jusqu'à une prochaine fois. Merci d'être venu. Merci infiniment. C'est un grand honneur pour moi avec tout ce que c'est. Merci beaucoup.